Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se poser 2 minutes. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de live ces derniers temps pour faire un point sur les statistiques de la chaîne ou d'autres sujets, questions-réponses, etc. Parce que tout simplement les lives ça prend souvent pas mal de temps, je les fais de manière totalement improvisée et si je les programme ça demande un petit peu d'organisation et finalement j'ai plus trop envie de m'attacher à ce genre de choses qui sont des contraintes finalement qui viennent par rapport à d'autres contraintes. Donc voilà, c'est juste, on va dire, une approche un petit peu personnelle. Néanmoins, voilà, je vous fais un petit point aujourd'hui et en même temps, on va parler de 2-3 petits sujets, les sujets que je travaille actuellement, les choses qui me trottent dans la tête. Donc ça va être le premier point, ça va être le point passion, on va dire, qui est quelque chose qui me trotte beaucoup dans la tête. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui me trotte dans la tête. Il n'y a pas de choses miraculeuses, etc. Comme vous pouvez voir, certains ont tendance généralement à vendre des trucs incroyables, exceptionnels, etc. Non, c'est pas de l'exceptionnel, mais c'est des petites choses qui me font réfléchir et je me dis tiens, il y a peut-être des matières, des choses à penser, à concevoir autrement pour notamment progresser et apprendre ensemble. Vous savez que c'est un petit peu mon slogan maintenant. Voilà. Donc derrière également, on va parler statistiques de la chaîne, revenus de la chaîne et aussi également, à chaque fois souvent je vous en parle un petit peu, et puis les différents réflexes à avoir au niveau de la chaîne. Vous êtes très très nombreux à être nouveaux sur la chaîne, à être nouveaux abonnés, nouveaux membres également. Donc si vous voulez devenir membre, il suffit de cliquer sur rejoindre ici, vous voyez le petit bouton rejoindre, vous pouvez devenir membre, ça permet de soutenir financièrement mon travail, financièrement la chaîne également, parce que j'achète pas mal de choses, notamment des bouquins, ce genre de choses. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc voilà, j'ai besoin de temps en temps un petit peu de votre soutien. Honnêtement, je vais pas faire celui qui est en train de quémander derrière les gens. Ça serait tromper les gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça. Alors, comme on dit, tout travail mérite salaire. Si vous considérez ça, vous pouvez donner, voilà. Et c'est à vous de voir. Ça commence à, je crois que c'est 99 centimes par mois. Je crois que vous pouvez vous désabonner assez facilement. C'est vraiment complètement packagé par YouTube. Voilà, inconvénients de YouTube, etc. Je vous laisse choisir et faire votre choix en totale liberté. Ça, il n'y a aucun souci. Il y a déjà plus de 1050 membres quasiment, on va le voir tout à l'heure. Et ça dégage un petit peu de revenus au niveau de la chaîne. Donc ça, c'est assez cool. Il y a plus de 1500 vidéos sur la chaîne. Et l'avantage pour les membres, c'est d'accéder déjà aux vidéos qui ne sont pas encore publiées. Alors j'essaye d'en publier. C'est un petit peu délicat en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est pas délicat, c'est pas compliqué, c'est pas un problème, mais on va dire j'ai un petit peu du mal à choisir mon mode de publication. J'essaye de satisfaire tout le monde et c'est pas forcément toujours très évident. Alors premier point, le point passion. Alors c'est le truc qui me trotte un petit peu dans la tête en ce moment et j'essaye c'est des trucs où alors vous allez me prendre pour un cinglé, mais où j'ai cogité même pendant des petites nuits blanches, en tout cas des périodes d'insomnie ou ce genre de choses. La passion pour moi, je trouve, c'est quand même le facteur numéro 1 qui nous amène un petit peu à progresser, à apprendre, à conduire notre vie quelque part. Et c'est, je trouve, en tout cas, le moteur le plus fort, celui qui a la démultiplication la plus forte pour progresser dans un domaine, je pense. En tout cas, ça me semble assez nécessaire. Dans le domaine de l'informatique, on l'a déjà vu plusieurs fois, j'avais essayé de dresser un petit peu comment on peut dresser la liste finalement de ses motivations. Ça, c'est quelque chose qui est très très important à faire. Il faut pas avoir une seule motivation. Si par exemple on n'a que l'argent, ça va durer un moment, mais vous n'allez pas pouvoir jouer sur différents leviers. C'est-à-dire que à certains moments, vous allez vous dire ouais, l'argent c'est bien, mais bon là j'ai à peu près ce qu'il faut, et du coup vous allez vous arrêter, ça va faire une période de creux, et peut-être même que vous allez complètement décrocher à cause de ça. Moi, à titre perso, ce qui fait que par exemple sur la chaîne ça tient, c'est que j'ai différentes motivations. Alors l'argent en est un petit, mais c'est vraiment un petit, c'est pas pour ça que je le fais en tout premier lieu.
Ensuite, ce que j'adore, c'est partager, avoir des retours, hein, un échange, etc. Un autre levier que j'adore, c'est voir les gens progresser aussi. Hein, donc, on peut le voir. Alors, tiens, ben voilà, je crois que je l'ai mis de côté. Il y a Anya, par exemple, qui a partagé sur LinkedIn, et je le remercie, et je lui dis un grand merci, qui a partagé le fait qu'elle a réussi, par exemple, bah voilà, un parcours d'apprentissage de tutoriel autour de Jenkins, et que grâce à la chaîne, ça lui a permis, en tout cas ça l'a aidé dans cette évolution-là, et c'est très cool. Et ça, moi, c'est un moteur très important, on va dire, au niveau de la chaîne. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment, de faire évoluer, progresser les autres. Alors, modestement, on va dire, hein, c'est pas non plus avec moi que vous allez devenir un champion du monde ou dans le domaine avancé. Néanmoins, ça peut permettre de faire les premiers pas, et ça, je trouve ça vraiment super sympathique. L'autre motivation aussi au niveau de la chaîne, ça va être par exemple pour moi d'être capable de progresser. Je vous l'ai déjà expliqué, j'avais du mal à avoir des projets perso juste en vase clos, quoi, on va dire. Faire un home lab, par exemple, je trouve pas ça très intéressant, parce que je ne vois pas l'intérêt d'héberger certaines choses. Je vois pas l'intérêt non plus de pas mutualiser, parce que dans le contexte actuel, par rapport à mon éthique, etc., l'approche environnementale, ressources, etc., je trouve pas ça intéressant de ne pas mutualiser. Après, le Home Lab est un très bon moyen d'apprentissage. Ceux qui veulent faire un Home Lab, je vous conseille vraiment d'acheter du matériel, par exemple sur Back Market ou autre, en tout cas des reconditionnés, réutilisables. Vous allez trouver des choses en plus qui financièrement coûtent pas forcément trop cher. Vous pouvez trouver des micro PC, etc. Pas forcément du Raspberry qui est quand même relativement limité, mais en tout cas ça peut permettre déjà de se faire plaisir. Chacun son choix là-dessus, je cherche pas à driver les gens. Donc voilà, après j'ai d'autres motivations très personnelles. Par exemple, voilà, quand j'ai perdu mon père, mes grands-parents, ils m'ont donné certaines valeurs, etc. Et je trouve que la chaîne, en tout cas j'essaye avec la chaîne de retranscrire un petit peu ces valeurs-là, et d'en faire une sorte de force pour moi. Ça a été l'occasion pour moi de transformer l'énergie de certaines émotions qui peuvent être négatives, hein, des émotions de sa vie. Alors ça peut être des émotions négatives à titre très personnel, hein, le deuil, etc. Ça peut être aussi des émotions négatives professionnelles, ça m'arrive et ça m'est déjà arrivé, et de les reconvertir en force. C'est une énergie, l'énergie qu'elle soit positive ou négative, on va dire, on est un petit peu en mode électronique ou électrique, quoi qu'il arrive, c'est une variation de potentiel, et ça se transforme, c'est un peu comme une voiture, on transmet ça aux roues, et le but c'est de prendre cette chose qui peut être soit positive, soit négative. Attention, c'est pas toujours très bon non plus de complètement dissimuler les choses négatives, et d'en retranscrire en tout cas, et d'essayer de retransformer ça autrement. Bref, je suis pas là pour faire un espèce de développement personnel, je sais pas trop quoi. En tout cas, moi, voilà comment je fonctionne à titre personnel. Chacun doit trouver les choses. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est important. La passion, pour moi, je trouve que à l'heure actuelle, dans l'informatique, et moi, c'est mon cas, je suis passionné, c'est un moteur très important qui permet d'aller très loin, qui permet aussi d'activer d'autres fonctionnalités, comme par exemple la persistance, l'acharnement, hein, on va dire, des fois même peut-être même un peu trop loin, mais en tout cas ça permet d'aller beaucoup plus loin et de progresser fortement, alors avec des limites qu'il faut trouver, hein, chacun a ses limites. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Pour autant, en même temps, il faut savoir aussi en même temps trouver du temps un petit peu pour soi. Il faut savoir aussi faire en sorte que, au-delà de trouver du temps pour soi, c'est ne pas chercher à devenir quelqu'un d'autre aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous le retrouverez, les gens qui font du développement personnel, des machins comme ça. C'est pas forcément ce qui m'intéresse énormément. Néanmoins, c'est quelque chose qui est vrai. Moi, par rapport à ma maigre expérience, à différents moments de ma carrière, que ce soit en informatique ou autre, j'ai toujours eu des gens où j'ai vu des gens que j'aurais aimé être, quoi, en fait, professionnellement parlant, on va dire. Et ça, c'est hyper inspirant, donc ça c'est très cool. L'inconvénient, c'est que c'est pas forcément toujours adapté à ses propres compétences, qualités, et chacun a un don en fait, hein. Moi je suis assez convaincu de ça, chacun a des qualités très fortes.
qu'il faut pas gommer et qu'il faut chercher à exploiter. Pour autant, si on essaye de mimer quelqu'un d'autre, strictement mimer quelqu'un d'autre, ça va pas être bénéfique, parce qu'en fin de compte, ça va pas forcément être calqué, adapté à ce que vous avez comme capacité de base, et c'est peut-être pas adapté aux dons que vous avez. Peut-être que c'est pas là où vous allez briller le plus par rapport aux autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Par exemple, si on prend un footballeur, s'il cherche, s'il est très très bon attaquant et qu'il cherche à être défenseur parce qu'il adore une personne qui est qui est défenseur, pour autant, c'est pas là où il va briller le plus sur le terrain. Et collectivement, d'une part, c'est pas terrible. Pour lui, ça sera pas forcément non plus terrible, parce que derrière, c'est pas là où il va performer, c'est pas là où il va faire la meilleure carrière, etc. Et c'est pas forcément là où il va prendre le plus de plaisir. Il va peut-être le prendre ponctuellement, le plaisir, un petit peu, mais c'est pas là où il prendra le plus de plaisir, et c'est pas là, en tout cas, où il vivra une vie pleine et complète, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose, à mon avis, qui est très très important. Moi, je suis, on va dire, assez mal placé pour en parler. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai en tête, et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Il faut savoir s'inspirer des gens, mais il faut pas calquer les gens complètement. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Souvent, et pourquoi je parle de ça, principalement, souvent, j'ai pas mal de personnes qui me disent « Ah ouais, mais comment je fais pour devenir DevOps comme toi ?» ou etc. Ne cherchez pas à être comme moi, ne cherchez pas à être comme Pierre, Paul ou Jacques. Inspirez-vous des gens, prenez ce qu'il y a à apprendre, tracez votre chemin. Ce qui est important, c'est de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller après. Donc d'abord, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, donc par rapport aux technologies, lesquelles apprendre, etc. Je vous ai déjà fait des tutos, regardez dans les tutos, les playlists retour d'expérience. Dressez vraiment votre parcours par rapport à ça, et continuer sur ce chemin. C'est d'autant plus important à l'heure actuelle, je pense, avec le développement de l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on formate les gens, en tout cas les domaines qui sont formatés et qui vont être de plus en plus formatés, c'est le cas par exemple pour la création de pipelines de déploiement, etc. Attention, il y a beaucoup de variations, etc. Mais on peut se dire finalement, il y a quand même un modèle qui s'applique et qui peut s'appliquer de manière récurrente dans différents cas de figure, différentes entreprises, etc. Et ça, dès lors qu'on a une sorte de fonction qui existe, dès lors qu'on est capable moi je ne retrouve plus le terme, mais c'est pas grave, d'industrialiser quelque chose, etc. Alors si cet élément-là est très compliqué, et très complexe plutôt, eh bien ça va être, effectivement, l'humain va encore avoir une plus-value assez forte, mais dans le cas contraire, l'intelligence artificielle saura le faire très facilement. Vous prenez ChatGPT, vous prenez un bout de code et vous lui dites écris-moi une API en Go, en Python, je ne sais quoi. Il va vous faire la chose de base. Il va faire pas mal d'erreurs aussi, si vous lui demandez les métriques et tout. J'ai déjà fait quelques tests. Il y a quand même des trucs où il boucle. Mais grosso modo, quand même, il fait un job, en tout cas le job de base qui peut être un peu récurrent, facile, trivial. Lui, il va le faire très facilement et c'est là où vous allez gagner énormément de temps, même en l'utilisant. Et ensuite, à vous de le remodeler derrière. Là, c'est exactement pareil. C'est que vous êtes une fonction pour une entreprise, etc. Vous êtes une fonction, vous avez une entrée, une sortie, vous avez un rôle à jouer dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc le terme que je cherchais, c'était factoriser, et c'est exactement ça. Donc voilà, je trouve que ça, c'est important. C'est-à-dire que le fait de tracer votre propre chemin et de chercher un petit peu comment se différencier des autres, finalement, c'est là où je pense que pour l'avenir, ça va permettre en tout cas de conserver une certaine autonomie et un certain détachement vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pouvoir en bénéficier et en tirer profit, ChatGPT ou autre, peu importe, en tirer profit parce que faut le voir comme un outil qui de toute façon arrive et va être utilisé. J'en suis pas fan du tout, en tout cas d'un point de vue éthique, etc. Néanmoins, ça va être là, et c'est certain, parce que les moyens financiers sont là, etc. C'est un outil de spéculatif, et à l'heure actuelle, on a une société qui est basée sur la spéculation, sur l'apparence, etc. Donc forcément, ça va marcher, et ça apportera des choses bonnes, ça apportera d'autres choses moins bonnes. Peu importe,
En tout cas, il va falloir faire avec. Et je pense qu'au niveau carrière, il va falloir être évolutif pour pouvoir continuer à se faire un chemin et continuer à finalement pouvoir travailler dans sa passion. Parce que finalement, si demain l'IA vous supprime complètement la tâche que vous aimez faire au quotidien, bah, il va falloir rebondir sur autre chose, quoi qu'il arrive. Sinon, bah, vous allez vous retrouver à faire des petites tâches. Si le but c'est de taper dans un prompt toute la journée, je sais qu'il y en a qui ont l'air de trouver ça magnifique. Je suis pas certain qu'avec le temps, d'une part, ce soit très intéressant, et d'autre part, je suis pas certain que dans le temps, la personne qui tape dans le prompt reste nécessaire in fine. Bref, donc voilà un petit peu les choses. Alors l'autre élément au niveau de la passion est de dresser son chemin. Je trouve ce qui est important, donc on parlait de fonction, je trouve ce qui est très très important pour se former également, c'est de se former par fonctionnalité. Vous le retrouvez au niveau de la chaîne un petit peu. Ça pourrait être réorganisé un peu plus comme ça au niveau de la chaîne. C'est un peu difficile. YouTube ne le permet pas forcément de créer des couches logiques, etc. Peu importe. Les fonctionnalités, c'est quelque chose qui est très très important. C'est-à-dire que il faut savoir prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on attend d'une infrastructure et de notre métier dans une infrastructure. Une infrastructure, on attend quoi d'elle? Première chose, stocker de la donnée. Quoi, première chose, peu importe, il n'y a pas d'ordre. Une chose, stocker de la donnée, par exemple. Donc ça va être quelque chose, stocker de la data, etc. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos autour de la data, et en plus, c'est un sujet que je trouve qui va être de plus en plus porteur, notamment quand on va être un peu plus pointu, etc., y voir beaucoup plus clair. Je pense que ça va être peut-être même plus porteur que des CI/CD, ce genre de choses. C'est que mon avis personnel. Donc stocker de la donnée, on va attendre ça d'une infrastructure. Ce qu'on va attendre également de vous, c'est de mettre en place, et de cette infrastructure, de l'observabilité, donc du monitoring, du logging et du tracing. Ça, c'est une autre fonctionnalité. Dans les autres fonctionnalités qui existent, ça va être la capacité à fournir et retransmettre la donnée par le biais d'API ou d'autres systèmes. Et donc il va falloir avoir aussi des proxys. Donc on a une fonctionnalité qui est finalement d'interagir, une interface avec un utilisateur, qui soit humain ou non humain. Ça, c'est une autre fonctionnalité. Donc on va avoir différentes fonctionnalités. L'autre fonctionnalité qui est très très importante et qui est un peu au cœur du DevOps, finalement, déployer des applicatifs, déployer des infrastructures. Déployer en général, ça c'est une autre fonctionnalité. Et une fois qu'on a fait ça, derrière, bon, on peut dresser la liste des technologies, mais peu importe finalement la liste, ce qui est aussi important à avoir en tête, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce type de fonctionnalité et quelles sont finalement les caractéristiques générales de ce type de fonctionnalité. Quand on parle de CI/CD, on va avoir l'intégration, on va avoir la capacité à builder, etc. On peut avoir la partie de déploiement strictement, on va avoir la partie de testing, on va avoir la partie également qui va être éventuellement de check de sécurité, ce genre de choses. Donc voilà, après on va pouvoir décliner les choses et trouver différents outils. Les outils, je dirais, c'est quelque chose de relativement secondaire, je pense, en tout cas à titre personnel, parce que derrière, peu importe quelle société vous allez retrouver des outils qui vont être assez souvent relativement différents, sauf dans les grandes lignes, on va dire les cloud providers et ces choses-là, où vous allez retrouver assez souvent des briques communes ou des choses communes. Néanmoins, il ne faut pas se fixer sur les outils proprement dit, hormis quelques-uns qui sont des standards, qu'on va dire. Mais derrière, il faut plutôt penser fonctionnalité et modules finalement, pour pouvoir se former par rapport à ça, et pour pouvoir aussi bien comprendre que ces outils ont souvent, quand ils sont dans la même famille, dans la même module, même fonctionnalité, ont souvent les mêmes logiques d'organisation avec des différenciations. Alors je sais qu'il y a des gens, même sur les systèmes d'exploitation et tout, aiment bien d'abord mettre en avant qu'ils sont complètement différents. Moi je suis complètement inversé par rapport à ça. Pour moi, je préfère partir de tout ce qui est identique et me dire ok, j'ai appris tel outil, j'en connais les grandes lignes, et je sais que je repars sur un autre outil, et je sais que le truc, il fait à peu près les mêmes fonctionnalités, et je vais retrouver grosso modo les mêmes choses, avec des petites différences, et derrière, plus ça va aller, plus les différences, je vais être à l'aise avec. D'une part, ça va me rassurer au niveau état d'esprit par rapport à l'entrée dans l'outil, je vais retrouver des automatismes derrière qui vont me faire gagner beaucoup de temps au début. Derrière, bien sûr, il faudra faire un travail de différenciation, mais c'est comme ça que j'ai tendance un petit peu à aborder les choses. Voilà pour la partie passion. Alors,
le petit bonus, on va dire, passion que j'ai vu dernièrement. Alors moi, ma passion aussi, hein, donc, qui tourne autour de la chaîne, c'est comprendre l'évolution des gens. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort en moi. J'adore, encore récemment, on m'a partagé sur LinkedIn en message privé des parcours, des gens qui ont fait des podcasts et qui m'ont partagé la présentation de leur carrière, ce genre de choses. J'adore ça parce que comprendre pourquoi on fait tel ou tel choix, c'est quelque chose qui est important. Et vous voyez que souvent la passion, hein, c'est un fil conducteur très très fort. Et la passion, c'est pas la passion sur une technologie. Se passionner pour une technologie, je suis même pas certain que réellement ça existe proprement dit. C'est-à-dire on va se passionner pour un outil, en tout cas ce qu'il apporte, les principes qu'il apporte, etc. Se passionner pour une technologie, je trouve ça dommage, en tout cas quand ça arrive, mais je pense que c'est relativement rare finalement. Même les gens qui pensent être passionnés de Kubernetes, en fin de compte, c'est pas de Kubernetes qu'on est passionné, c'est de ce qu'il apporte et de ce qu'il en est derrière. Je dis Kubernetes, ça peut être complètement autre chose. Derrière, ce qui est important, voilà, c'est toujours bien comprendre pourquoi on est motivé pour ça, et surtout même prendre un certain recul pour pouvoir justement derrière étayer les choses et voir des choses différentes. Bref, la chose dont je voulais vous parler également, voilà, c'est ce... Alors, vous oubliez le titre, on va dire, mais en tout cas pour certains, je sais que ça va aller... certains sont un peu choqués quand on parle de ces sujets-là, pourtant ils sont quand même d'actualité, mais peu importe le titre, ce livre, il est super génial. En fin de compte, au début, je l'ai acheté en me disant, bon, c'est un livre sur le climat. Donc je me dis, tiens, ça va être intéressant. J'avais vu pas mal d'échos assez positifs dessus. Et c'est le livre donc de Heidi Sevestre. Je vous invite à aller voir pour ceux que ça intéresse, les choses dont je vais évoquer tout de suite. Elle a fait beaucoup de podcasts et d'autres interventions très très intéressantes. Donc Heidi, elle est glaciologue. Donc c'est un domaine assez précis, pointu, scientifique, très scientifique. Hein. Donc voilà, ça nécessite beaucoup d'investissement personnel. Et donc ce livre est extrêmement intéressant parce que finalement la part climat qui est présente dans le livre, c'est pas forcément ce qui en ressort le plus, hein. Moi qui est sensible à cette thématique là, ce qui en ressort le plus finalement, c'est comment quand on commence très très jeune à découvrir une passion, déjà comment naît une passion. Donc là bon, bien sûr la glaciologie on va dire, glaciologie on va dire, c'est quelque chose qui émane de la nature, hein. Donc bien sûr Heidi elle a découvert ça dans la nature, pas complètement aussitôt, donc on voit la naissance un petit peu d'une passion, et on voit comment quelqu'un qui a certaines difficultés, découvertes très très jeune, a réussi à trouver son chemin, trouver l'école, etc. Parce que c'est quand même un domaine qui est très précis, donc des études qui sont relativement rares, des thèses, etc. très rares et très difficiles à trouver. Et vous vous doutez bien, voilà, pour aller étudier sur le terrain, etc., ça se fait pas non plus hyper facilement, ça nécessite beaucoup de sacrifices et également de souffrance, hein, sur le terrain. On parle d'expédition, moins 40 degrés, plus que ça, etc., des douleurs, etc., et le danger, hein, notamment. Et donc je trouve la manière dont ça a été rédigé, en tout cas, c'est que ça transmet la passion. Moi j'y allais voilà pour le côté climat, j'étais pas forcément hyper curieux des glaciers, hein. Pour moi les glaciers, je connais l'importance un petit peu des glaciers, je connaissais en tout cas un petit peu l'importance des glaciers pour l'être humain, après très modestement. Et là, du coup, je me suis passionné, en tout cas, ça me passionne de redécouvrir des choses sur les glaciers grâce à Heidi. Et donc, émane de ça quelque chose d'intéressant, c'est comment, finalement, d'une personne à une autre, on transmet une passion. Parce que finalement, la passion, c'est quelque chose qui se transmet, et suivant la personne, l'interlocuteur avec qui on va être, bah, vous le voyez en formation, ou à l'école, par exemple, bah, suivant le prof que vous avez eu ou pas, hein, quand j'étais plus petit, c'était exactement ça. Tantôt, on va sentir quelque chose qui passe au-delà de la matière proprement dite, c'est la manière d'en parler qui va changer complètement les choses. Moi, voilà, à titre d'exemple, c'est pas forcément le plus marquant, mais c'est celui qui me vient tout de suite en tête. Quand donc j'ai commencé à travailler à 19-20 ans,
Derrière, donc juste, on va dire, au cours de cette année-là, quoi, au cours de, je crois que c'est à 19 ans à peu près, j'ai suivi la méthode Meurize pour me former aux bases de données. Donc ceux qui connaissent doivent déjà se marrer parce que Meurize, déjà d'une part, ça date pas d'aujourd'hui et je connais pas beaucoup de gens qui ont pris un énorme plaisir à ça, à découvrir ça. Hein. Le but, c'est de créer, de modéliser de la base de données. À l'époque, je l'ai fait avec Access, hein, Microsoft Access, et du Visual Basic. Et donc, on va dire la formation que j'ai eue autour de ça m'a pas passionné. D'une part, la personne n'était pas passionnante, et le cas d'étude qu'on a vu, ça m'a pas passionné non plus. C'est-à-dire, on a fait du Access, mais j'en voyais pas vraiment un énorme intérêt, et déception, quoi. Sur le coup, moi qui aimais déjà quand même l'informatique, j'étais très déçu parce que finalement, là, c'était un peu l'occasion d'avoir une vraie formation technique en informatique, ce que j'avais pas forcément eu avant. Et là, flop, quoi. Finalement, gros flop, décevant parce qu'en plus, c'est quelque chose de technique, un petit peu. Et vient ensuite le job, je commence à 20 ans, mon premier job, et j'ai l'occasion de pratiquer Access. En tout cas, quelqu'un me fait découvrir Access pour enregistrer, faire en sorte que des gens enregistrent des formulaires en quantité assez importante. Et là, je vois tout de suite le gain, en tout cas ce qu'apporte l'outil. En l'occurrence, donc ça pourrait être Access, ça pourrait être autre chose, mais à l'époque c'était quand même assez répandu et ça faisait super bien le taf. Et donc derrière, je commence à tripatouiller Access, plus ça va, plus je le fais. J'avais même mes comptes perso, j'avais développé des trucs, ma femme et moi on rentrait nos dépenses, etc. dessus. Je suivais mes comptes perso sur Access et tout. Et donc voilà, c'était plus ça allait, je rentrais dedans. Et là, c'est là où finalement la méthode Meurize, alors pas forcément sur la méthode strictement, mais en tout cas c'est là où finalement je me suis passionné pour ça. C'était le truc du moment, en tout cas très très fort. Access m'a suivi pendant 6 ans peut-être, comme ça à peu près, quoi. Où voilà, je ne faisais pas un truc quasiment sans faire du Access quasiment, parce qu'à chaque fois j'avais besoin d'écrire ou d'éditer des trucs, faire du postage, etc. C'était mon truc. Et du coup, voilà, je me suis passionné pour ce truc-là, alors que finalement, vous voyez, quelques années avant, c'était le flop intégral, avec cette méthode Meurize, etc. Les choses n'étaient pas mises en place, et on n'a pas su... on n'a pas su. J'ai pas capté la chose qui pouvait me passionner. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, vraiment. Donc au passage, un deuxième livre qui est plutôt bien. En ce moment, vous savez, je fais des tutos ClickHouse. Donc là, il est plutôt très bien pour débuter, principalement sur ClickHouse. Notamment, on va retrouver dessus les merge trees et les différences entre les merge trees, quoi. C'est-à-dire quand il y a de la réplication, etc. Machin. On y reviendra dans les tutos. C'est quelque chose qui est un petit peu délicat à aborder et avoir bien les idées posées dessus. Et je trouve que ce bouquin, donc qui est Up and Running with ClickHouse, donc qui est super bien. Les éditions, j'ai vu que c'est des éditions qui sont plutôt bien fichues au niveau data, BPB. Donc, je sais pas quelles sont les origines, mais vous pouvez les retrouver en ligne et c'est vraiment un très bon livre. Après, bon, il y a quand même pas mal de choses à découvrir, mais c'est extrêmement sympathique. On va tourner donc une page. On a vu la page un petit peu passion, tout ça. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres éléments. Première chose, donc là c'est plutôt de l'ordre du rappel pour les gens qui connaissent la chaîne, mais allez-y, faites-vous plaisir. Quand vous suivez les vidéos de la chaîne, je le dis parce que finalement, des fois les gens me posent la question, mais tout est dans les descriptions des vidéos, en tout cas, on va dire à 95%. Pour chacune des vidéos, il y a toujours la matière que j'explique dans la vidéo, dans la description, sauf quand c'est des slides mis en forme, mais en tout cas, tout autre élément est généralement présent dedans. Et vous retrouvez tout ça sur les dépôts Git, donc c'est un dépôt par playlist généralement, et il y a un dépôt, on va dire, un petit peu commun à toutes les playlists, et les Vagrant Stacks, c'est-à-dire toutes les stacks vagrantes qui permettent donc de provisionner des machines avec
les stacks directement installés dessus. J'essaye de plus ça va, plus j'essaye de faire en sorte que ce soit complètement automatisé. Et vous les retrouvez donc dans Vagrant Stack. Alors à l'heure actuelle, pour petit teasing, j'ai remis le couvert. Là j'ai un truc qui s'appelle Scrap, Crypto, CH pour ClickHouse, RMQ pour RabbitMQ, Grapha pour Grafana. Il y a du Python, il y a du Golang dedans, vous voyez. Voilà, petit teasing. Pour ceux qui suivent cette arlésienne, comme on dit, hein, donc je vous invite à aller voir ce que c'est, pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est en tout cas le truc qui revient. Souvenez-vous, il y avait micro-scrapping, que j'ai complètement foiré. Donc la première fois, j'étais parti sur YouTube. C'était pas la bonne idée au niveau des CGU et tout, je le sentais pas. Du coup, j'étais reparti sur Twitter. Et puis j'avais mis complètement le truc de côté, j'avais même supprimé les VM sur ma machine et tout ça. Et finalement, j'ai voulu redémarrer il y a quelques jours, parce que je me suis dit, bon, là j'avais quelques semaines à tuer, quelques jours en tout cas à tuer. J'ai dit, tiens, je vais me remettre dessus. Et là, Elon Musk est passé par là, c'est-à-dire que sur Twitter, on ne peut plus accéder aussi facilement à Twitter pour le scraper. Et je veux pas passer par des API pour justement découvrir certains outils, hein, type Selenium par exemple. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, bon allez, on va partir sur autre chose. Et là, on est parti sur Yahoo Finance, qui n'est pas du tout le meilleur point d'entrée hein, pour récupérer les cours des crypto-monnaies. Mais je me suis dit, tiens, on va se faire plaisir là-dessus. Et donc j'ai fait un bout de truc. Alors le but, c'est pas du tout d'apprendre à récupérer les valeurs, le fonds crypto, quoi, les valeurs des cryptos, c'est pas le but principal. Hein. Le but, c'est d'utiliser différents outils. Et donc là, je suis parti dessus. Alors pour éviter d'abandonner trop vite le projet comme j'ai fait la dernière fois, ce qui est fort possible, alors là il me reste 2-3 petits éléments à faire, c'est que je vous ferai un rendu en plusieurs vidéos pour que ce soit quand même un petit peu pédagogique. Il y aura plein d'imperfections, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave car le but c'est quand même de voir l'imbrication des outils. Si le code il est pas propre, c'est pas dramatique, il reste des améliorations à faire. Peut-être que je ferai une vidéo pour dire attention, il y a ça à modifier. Il y a 10 milliards de trucs hein, entre d'une part la sécurité, d'autre part la clarté, la beauté du code. Ce sera pas moi qui vous ferai un truc de champion du monde là-dessus. J'ai quand même choisi de faire du Python et du Go parce que je me suis dit c'est l'occasion, parce que assez souvent on me pose la question, on me dit mais tiens donne-moi une idée de projet à faire pour apprendre et progresser et faire des choses. Moi je suis pas celui qui va donner des idées comme ça. En tout cas je suis pas celui qui va donner des idées et qui va pas montrer être capable alors pas de corriger mais en tout cas de guider complètement la personne. Donc là, l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de se dire, bon, allez, c'est bon, je vais pas faire la même erreur que j'ai fait la dernière fois. C'est-à-dire attendre d'avoir un truc relativement parfait, avec des libs, des machins, etc. C'est pas le but. Là, le but, ça va être de vous livrer quelque chose, et que les gens qui débutent principalement, notamment dans le traitement de la data, puissent se faire un ordre d'idée dans quel contexte on utilise RabbitMQ, les petites problématiques de scaling, comment on fait pour scaler quelque chose, donc avoir des tables d'état externalisées aux applicatifs par exemple. L'idée ça serait après d'utiliser en plus cette base qui sera relativement incorrecte mais qui permettra de se dire ok tiens bah, je veux continuer à progresser dessus, bah, il va falloir du monitoring par exemple, comment on fait pour monitorer, quel type de métriques mettre en place, etc. Voilà, amener d'autres sujets avec. Et si je le fais pas en mode décousu, finalement, je pense que je le ferai pas encore de nouveau. Ça risque de partir encore en vrac, en sucette. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire dans les prochains jours, c'est certain. Donc voilà, les choses sont faites et j'ai pas envie de recommencer surtout la même erreur. De la même manière, j'ai fait ici un truc qui m'a demandé un peu de temps. Donc c'est un Vagrant file. Également avec l'installation complète de Janus Graph. Janus Graph, c'est un moteur orienté graph, comme son nom l'indique, mais qui nécessite d'avoir un back-end. En l'occurrence, là, moi, j'ai choisi ScyllaDB, et puis d'avoir également un back-end d'index qui est Elasticsearch. En tout cas, on n'est pas obligé d'en avoir un, mais moi, j'ai choisi le cas un petit peu plus complet à l'installation. Là encore, l'idéal, et ce que je voulais faire dans le premier état d'esprit où j'avais abordé les choses, c'était de préparer ce truc-là pour ensuite faire des tutos
autour de Janus Graph, qu'est-ce qu'un graphe, etc. Je pense que c'est pareil, ça aboutira plutôt dans un premier temps sur l'explication du vagrant file, et aboutir à la fin, parce que voilà, il y a aussi le monitoring de Janus Graph et tout ce qui va avec, hein, c'est un truc un peu clé en main. Et derrière, l'idée c'est de livrer le truc, au moins ça sera présent, les gens qui veulent auront quelque chose, et ça serait dommage de laisser un truc comme ça au fond du tiroir, et qui va dépérir avec le temps, alors que ça pourrait servir pendant ce temps-là à plein d'autres personnes. Donc du coup, c'est quelque chose que je vous livrerai. Peut-être que si j'ai vraiment le coup de motive et le temps surtout sur le moment, peut-être que je ferai sur le moment précis les choses plus précises, quoi, en fait, avec le cheminement un petit peu habituel sur la chaîne. Alors je mets en pause parce que ça vient de sonner à la porte de ma maison. Alors voilà, donc on continue, donc c'était juste un livreur qui sonnait à la porte, c'est pas grave du tout. Donc on avait vu le GitLab, on va accélérer un petit peu. Autre élément supplémentaire qui a été créé il n'y a pas très longtemps, il y a 6 épisodes, c'est le podcast. Donc là vraiment purement audio, donc vous le retrouvez sur les plateformes de podcast habituelles, vous tapez Xavki, vous devez le retrouver quasi forcément. Et derrière, si vous le souhaitez, sinon vous avez le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez souscrire, vous abonner simplement par mail, vous les recevrez par mail directement. Et vous pouvez les écouter, l'avantage c'est que vous n'avez pas de vidéo, vous avez juste le sujet, et généralement ça dure pas forcément trop longtemps. L'intérêt c'est surtout, vous êtes complètement, quand vous avez une phase où vous voulez juste avoir pas d'audio et juste écouter, j'essaye de mettre des thématiques qui s'y prêtent. Et là, c'est des sujets un petit peu variés, des choses qu'on a parfois déjà vues sur la chaîne, des fois pas, et des fois un petit peu différemment. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. L'autre élément important, le blog, xavki.blog. Alors lui, il n'est pas fantastique. Vous retrouvez des articles de blog qui reprennent des articles, mais j'en publie pas énormément, mais des vidéos plutôt de la chaîne. Le but c'est de faire un peu de SEO, hein, attention. Et derrière, vous avez surtout le menu. Je trouve que c'est peut-être presque le seul truc qui est le plus intéressant. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet d'avoir les playlists de la chaîne directement. Des fois, c'est presque plus visuel que en passant par YouTube, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le blog également, vous pouvez vous y abonner également. Voilà, vous faites ce que vous voulez, il y a 1000 visiteurs par jour sur le blog, ce qui est plutôt pas mal. J'étais vraiment surpris quand j'ai regardé un petit peu les logs, donc c'est assez cool. L'autre élément, donc si vous voulez me suivre également, vous avez la chaîne Xavki, le compte LinkedIn Xavier Pestel, c'est moi-même, voilà, 26 300 followers, vous voyez, vous pouvez me suivre, plutôt me suivre que me mettre en contact, mais voilà, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. On me contacte souvent en message privé, j'en ai vraiment pas loin de plus d'une dizaine par jour. C'est pas toujours évident de répondre, suivant les questions, les choses, etc. Donc pas toujours évident. Au petit passage, clin d'œil à Hania, qui vient de partager notamment le fait qu'elle a réussi, alors c'est pas une certification ou qu'elle a accompli, enfin suivi une formation, et qui m'a cité en disant que je l'avais aidé dans notamment ce parcours-là, grâce à la chaîne, grâce à la playlist, je crois que c'était Jenkins du coup. Donc c'est vraiment très agréable, et c'est un leitmotiv assez important pour la chaîne, pour moi en tout cas. C'est quelque chose qui est très important quand on parle des choses qui nous drive vraiment, qui nous passionnent. Donc ça c'est un élément. Avant de passer aux statistiques qu'on va voir juste après avec les revenus et tout ça, un autre point assez important sur la chaîne, si on descend un petit peu, j'ai rajouté 2 choses sur la chaîne. Vous voyez ici, vous avez retour d'expérience. Si vous ouvrez dans un autre onglet par exemple pour y voir un petit peu plus clair, vous voyez que dedans on retrouve différentes playlists, des playlists de la chaîne. Donc la playlist retour d'expérience, c'est juste mon retour d'expérience, ça veut pas dire que c'est bon, c'est voilà, comment j'ai perçu les choses sur le moment, etc. Est-ce que j'en pense maintenant, enfin bon, bref. Derrière vous avez Podkey aussi, donc c'est le podcast qu'on a vu tout à l'heure. Si vous souhaitez pas passer par des plateformes de streaming, etc., vous pouvez avoir sous forme de vidéo ces podcasts. L'image est figée, hein, donc mettez pas une résolution de ouf, etc. Ça sert strictement à rien, vous pouvez le voir de cette manière-là.
Derrière, c'est surtout, vous avez d'autres playlists, et j'ai commencé à l'alimenter un petit peu avec des playlists, soit qui m'ont marqué, que je trouve intéressantes, où je sais que les gens bossent bien, etc. Donc vous pouvez les retrouver dessus, vous avez notamment Machine Learnia qui fait un travail énorme, alors bon, il en publie moins maintenant, mais un travail énorme pour apprendre Python, Data Science, etc. Vous avez également Golang ici en français, qui est extrêmement bien faite, cette playlist. Vous avez un cours de Data Science également, qui est extrêmement sympathique. CS50 de Harvard, qui est vraiment magnifique, rien qu'à regarder juste pour découvrir la passion, justement, on en parlait tout à l'heure, et comment transmettre la passion aux gens, etc. Vous prenez David Malan, qui est l'un des meilleurs profs que j'ai vu en vidéo, pour le coup, dommage, pas en vrai, mais c'est extrêmement intéressant et je trouve motivant, stimulant, etc. Vous avez également du MIT, Introduction to Deep Learning, vraiment très bien fait. J'ai pas regardé les 63 vidéos, hein, pour être très honnête, mais comme je le trouve vraiment très intéressant, je le pose là. Des fois, c'est des choses que je vais avoir vues et que je sais que c'est intéressant et je le mets. Voilà. L'autre élément, et ça je tiens vraiment à faire un focus dessus sur différents angles, là ici j'ai mis mon écosystème, donc ça c'est la page d'accueil de la chaîne, on a mon écosystème, et vous retrouvez les playlists, les chaînes qui comptent pour moi, en tout cas j'essaye de les mettre depuis quelques semaines. J'ai rajouté, donc voilà, vous avez Christophe Casalegno, compagnon du DevOps, NetSec, donc abonnez-vous, vraiment aidez-le à atteindre les 1000 abonnés au moins, parce que c'est vraiment, il fait un travail assez remarquable. Vous retrouverez notamment du Vault, ce genre de choses, de l'OpenID et tout ça, très bien expliqué. Adrien Linuxtrix, donc la référence dans le domaine des distributions Linux notamment, et sur Linux en ce moment, si vous voulez des commandes, cut, etc. Très bien expliqué, magnifique, et depuis, voilà, bien avant moi, il n'y a pas de souci. Coq-admin, bien sûr, et surtout, je veux faire un gros focus à Zatufly. Donc, gros encouragement pour Zatufly, qui vient de passer les 2000 abonnés, qui a 2090, je le vois maintenant, donc c'est vraiment très cool. 109 vidéos, et je trouve que là, les dernières vidéos, notamment sur Proxmox, si vous voulez faire des home labs, etc., je ne suis pas un gros fan des home labs, je trouve que c'est très bien. C'est très bien fait. Sur Proxmox, vous pouvez découvrir des choses sympathiques pour vous monter votre home lab, pardon, votre lab, non, home lab, tranquille. Il y a plein de petites, les petites choses qu'on retrouve assez classiques, et ce qui est bien, c'est que c'est quand même un premier pas vers ensuite de l'infrastructure. Donc c'est vraiment extrêmement sympathique et très bien fait. Et vraiment, voilà, l'idée c'est d'encourager. Comme je dis, j'ai déjà vu pas mal d'autres chaînes qui ont démarré et qui se sont arrêtées. J'espère vraiment que ça va continuer, et j'en suis certain, parce qu'il y a déjà 109 vidéos, et c'est pas d'aujourd'hui que Zatufly a commencé, même si c'est seulement maintenant que je découvre un peu les choses depuis quelques mois. C'est vraiment du très bon travail, et c'est vraiment très cool. Donc vraiment à encourager et à venir découvrir. C'est vraiment quelque chose de sympathique. Voilà, que dire d'autre encore? Eh bien, les statistiques maintenant. On va passer aux statistiques et au sujet. Alors, au sujet actuel de la chaîne, donc ClickHouse, Docker, et j'essaye de continuer à publier les autres vidéos. C'est pas facile, parce qu'en fin de compte, c'est un peu le dilemme entre vous publier des vidéos récentes, en fait, que j'aime, que j'ai mis une attention un petit peu plus particulière, et des fois, bon, finaliser un peu mieux, mis en forme, etc. Et puis, à côté, continuer à publier les anciennes vidéos. C'est pas forcément super évident, mais voilà, je vais essayer de trouver l'équilibre, promis, je lâche pas les choses, et c'est très cool. Donc on retrouve du ClickHouse, du Docker, et derrière on va retrouver d'autres choses, hein, comme je vous disais. Le but, hein, c'est d'avoir tout ce qui est micro-scrapping, machin, etc. On va essayer de débroussailler tout ça assez rapidement. Derrière, les données analytiques, donc on va retrouver les statistiques habituelles de la chaîne. Alors là, je vais vous le mettre en comme ça. À savoir, voilà, qu'on a des pics à 8000 vues par jour. Grosso modo, ça oscille entre 6000 et 7000 quand, on va dire, en phase normale. Le week-end, ça baisse. Avec les ponts, ça baisse encore plus. C'est normal, il faut bien se reposer. 52 679 abonnés.
Merci à tous, c'est grâce à vous tout ça en tout cas, donc c'est vraiment super cool, c'est une confiance assez énorme, dans le domaine francophone je suis vraiment très très content, notamment à peu près une fois tous les 15 jours je reçois au moins un commentaire d'un anglophone qui me dit mais pourquoi tu as fait cette chaîne en anglais, t'aurais beaucoup plus de vues et tout en anglais. Eh bien finalement donc d'une part je suis mauvais en anglais et d'autre part c'est surtout que bah voilà c'est quelque chose, je suis assez content quand même qu'on vienne chercher du francophone, il faut défendre nos langues, et bien je suis assez content que les anglophones viennent chercher du francophone, et ça c'est assez cool. Derrière donc le nombre de vues, alors ça c'est sur un mois, mais ce qu'on va faire, on va le mettre comme ceci, voilà. Depuis la création de la chaîne, on est à... Hop, on va se mettre comme ça. Donc 5 525 000 vues. Donc c'est très très cool, c'est vraiment super, et c'est grâce à vous. Voilà, vous voyez, bon, il y a des cycles avec Covid, les grandes vacances, les ponts, les trucs, etc. Vous voyez que la courbe est toujours montante, donc c'est très très cool. Et puis même si elle n'était pas montante, de toute façon, c'est pas forcément que mon leitmotiv. En nombre d'heures, c'est assez formidable. C'est là où la formation en ligne, c'est un facteur démultiplicateur assez énorme. 396 176 heures de visualisation. C'est énorme, c'est clair, c'est vraiment super sympathique. Ça représente 35 000 euros, vous voyez, donc depuis le tout début. Donc ça aussi, c'est très très cool. Derrière, on l'a vu, le nombre d'abonnés. Le nombre d'heures, qu'est-ce qu'on peut voir encore, l'audience, donc vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui viennent de Underscore, de Benjamin Code, Cocadmin, Micode, Adrien Linux Trix, coucou au passage. Et derrière, donc vous êtes 60% venir de France, mais pas mal aussi d'Afrique tout court, Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est vraiment génial. Merci à tous pour votre fidélité. Je sais qu'il y a Cameroun également. Il y a aussi la République dominicaine du Congo également. Donc coucou à toutes et à tous. En tout cas, merci vraiment pour tout ça. Et vous voyez les sous-titres, c'est ma petite fierté, la petite ligne anglais, 12% des personnes qui activent les sous-titres en anglais. Donc ça veut dire que derrière, ouais, il y a quand même un petit peu de débouchés. Et vous voyez qu'ici, il y a encore de la marge pour avoir des abonnés, puisque vous êtes 56% à ne pas être encore abonné à la chaîne. Abonnez-vous, voyons. Non, mais sérieusement, voilà, si vous voulez me soutenir totalement gratuitement, abonnez-vous, c'est quelque chose qui me fera vraiment plaisir. Derrière, alors je vais pas vous montrer l'onglet revenus parce qu'il y a les noms des gens qui sont membres. Néanmoins, donc on est à 1048 membres payants. Et vous voyez que du coup, au niveau des revenus, parce que souvent on me pose ces questions-là, au niveau des revenus, alors en avril, c'était 1305 euros. Et si on regarde le dispatch, est-ce que celui-ci, ouais, il est glissant sur 28 jours, donc c'est pas un mois, c'est 28 jours, il faut bien l'avoir en tête. Vos souscriptions, donc les 1000 et quelques membres, ça représente 677 euros de revenus. Et également, donc en complémentaire, les pubs YouTube, et c'est ça qui permet également de rapporter du bénéfice pour le youtubeur, c'est pas juste, je sais que les gens sont anti-pub, mais il y a quand même un moment, il faut quand même aussi payer des infrastructures, c'est pas la mienne, mais en même temps également donner une rétribution aux youtubeurs sans que les gens sortent 1 euro de leur poche. Donc je trouve que bon, voilà, il y a des manières de faire, soit sinon on passe complètement sur un modèle payant, mais en tout cas, voilà, 514 euros de revenus publicitaires, donc via les publicités. Voilà, donc c'est très très cool. Moi je suis satisfait, c'est pas mon premier moteur, comme je vous le disais au tout début de la vidéo. Mais en tout cas, je suis assez content du résultat et surtout de votre soutien, parce que pour moi derrière ça nécessite aussi de m'engager un peu plus sur l'avenir de la chaîne quand je vois la manière dont vous me récompensez. Et derrière, bien sûr, l'objectif, c'est pour payer ce type de choses, des bouquins, des machins, etc. Là j'ai remis le NUC. Donc au passage, petit clin d'œil et coucou à Steve d'Estivel, Monsieur Zabix France. J'ai remis le petit Intel NUC juste en dessous de l'écran ici.
que je ne démarre qu'une fois de temps en temps, et sur lequel il y a un Proxmox qui tourne. Et il n'est pas impossible que vous voyez aussi un petit peu de Terraform avec Proxmox. On va voir, c'est aussi une question de temps, mais voilà, on peut aussi avoir un Home Lab et le démarrer que lorsqu'on en a besoin, parce que finalement, si c'est pour avoir un Home Lab et le truc, voilà, par exemple, moi, pourquoi j'ai pas de NAS, par exemple, bah, je trouve ça dommage, c'est d'avoir un truc qui tourne tout le temps pour un besoin que je vais avoir très ponctuel, et finalement je me suis toujours fait au fameux disque dur externe que je peux emmener n'importe où. Le NAS, j'avoue que je trouve ça dommage, quoi, en fait, pour mon cas d'usage. Attention, toujours pareil, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça dommage de ne pas mutualiser ces choses-là, ou quoi, soit opter pour du mutualisé, soit voilà, du disque dur externe suffit très très largement, et ça se conserve plutôt bien, parce que je peux vous dire, j'en ai bientôt 20 ans, quoi, quand même, ce qui n'est pas non plus négligeable, et ce qui à maintenir coûte moins cher qu'un NAS, et par ailleurs, je pense qu'à mon avis, a plus d'avenir qu'un NAS en termes de durabilité, si des contextes économiques se durcissent. Bref, c'est que mon avis personnel. En tout cas, voilà, donc c'est quelque chose qui est assez sympathique, cette chaîne. Ce qui est cool, c'est vraiment aussi d'avoir vos retours. L'autre élément que je voulais vous parler aussi, qui est très très important, c'est la concentration. On a vu la passion au tout début de la chaîne, la concentration. Un petit clin d'œil un petit peu à ma fille qui a des problématiques sur ces aspects-là. Derrière, la concentration, c'est justement, j'ai pu apprendre pas mal à travers ma fille. La concentration, si on devait modéliser un petit peu, en tout cas faire un parallèle, pour essayer de prendre conscience un petit peu de certaines choses quand même qu'il faut avoir en tête. Et ça, c'est en me regardant, on va dire, intrinsèquement, et puis en regardant un petit peu autour de moi. La concentration, c'est un petit peu si on prend un ordinateur, on a un CPU, mettons qu'on ait un CPU de folie. Là, je parle, on va faire le parallèle avec ma fille, un CPU de folie, 5.5, 5.8 GHz, je sais pas, et une mémoire de dingue, c'est-à-dire un disque de dingue, un péta, on va dire. Le problème de ça, c'est que si on n'a pas de RAM au milieu, ou une RAM très petite, eh bien finalement c'est la concentration. Hein. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Le CPU, finalement on peut être très très performant, mais si on a beaucoup de cycles et que pour ces cycles-là on n'a pas ce qu'il faut au niveau de la RAM pour pouvoir, parce que la RAM est finalement le stockage du CPU, bon, il y a les registres, mais la RAM est le stockage du CPU, eh bien derrière on a une problématique. Et la problématique en l'occurrence, c'est exactement la même problématique que la concentration, je trouve, pour l'être humain, mon avis perso. C'est-à-dire que même si on a une mémoire importante de long terme, si on n'a pas de mémoire de travail, ce qu'on appelle la mémoire de travail instantanée, eh bien on va passer, déjà ça va nous fatiguer beaucoup, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin pour travailler quelque chose, il va falloir se concentrer fortement, ça va être très difficile. Pour aller rechercher de l'information, il va falloir aussi se concentrer, ça va demander beaucoup d'énergie. Et derrière, on va aussi se disperser un petit peu partout, parce qu'on va prendre de l'information un petit peu à droite, à gauche, et ça va venir utiliser ce petit espace qui finalement est la mémoire de travail ponctuelle, quoi. Et ça, pour progresser, c'est pas forcément terrible, je trouve. Et c'est un peu le parallèle avec les fameux Tamagotchi qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'on a énormément de Tamagotchi, quoi, on va dire. C'est ces petites choses qui finalement font que on revient en permanence sur les choses qu'on est en train de faire tout de suite maintenant. C'est-à-dire que on va avoir des Slack, des Discord, des Twitter, des Facebook, des LinkedIn, peu importe, plein de choses à côté, qui vont tourner à côté en background. On a l'impression que finalement ça ne perturbe pas. Alors je sais que tout le monde sait que ça perturbe, en tout cas globalement. Il y a quelques personnes qui ont une faculté de concentration à s'isoler complètement et ça va pas leur poser de problème, mais la majorité des gens, c'est pas le cas. Et finalement, c'est comme si on avait quelque chose qui avait si on prend le cas d'un système d'exploitation, comme si on avait un process qui tournait en background derrière, qui mange quasiment rien en CPU, en RAM, mais ça mange quelques cycles CPU, et quand on démultiplie ce nombre de trucs-là, finalement,
on fait beaucoup de switch de contexte, c'est le cas de le dire, et derrière, eh bien, ça perturbe énormément le travail, la qualité de travail et l'apprentissage dans lequel on est. Et c'est pour ça que je trouve très très important, par exemple, moi je l'ai vécu encore récemment, c'est-à-dire que, souvenez-vous, la vidéo ClickHouse, la dernière vidéo ClickHouse, je l'ai fait avec la fibre, je l'ai pas faite avec la fibre, j'ai fait avec la 4G, parce que j'avais plus de fibre. Donc du coup, pendant une semaine, j'ai plus eu de fibre, voilà, merci Soch, ils y sont pas forcément pour grand-chose. Et derrière, je me suis retrouvé au bout d'une table avec mon cahier, mes livres, mes stylos, et la capacité à s'isoler de manière un peu plus forcée, hein, pour le coup, il n'y avait plus de Netflix, de machin, etc. Et là, quand vous passez 3/4 d'heure devant un livre, un cahier, un stylo, et vous bossez votre truc, ben quand même, il y a une certaine efficacité assez importante sur la chose qu'on est en train de faire. Alors là, c'est valable pour de l'apprentissage, hein, bien sûr, on ne va pas s'amuser à faire, alors, on va dire, de la ligne de commande, etc. Ça n'aurait pas vraiment de sens, mais néanmoins, ça permet vraiment d'être vraiment focus, concentré sur la chose qu'on a à faire. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est extrêmement important. On est dans une société où on a toujours des choses maintenant qui tournent à côté, on a souvent plusieurs écrans, et de fait, comme on a plusieurs écrans, on a ce truc qui tourne à côté, on a besoin de mettre des choses qui tournent à côté, et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête parce que ça change pas mal la donne, notamment d'un point de vue concentration. Et tantôt, on a besoin de fonctionner comme ça, hein, ça c'est clair, moi le premier, mais à d'autres moments, il faut savoir trouver cette bulle d'isolement, cette manière de pouvoir retrouver la concentration, et vous allez voir que la qualité pour apprendre, etc., ça a strictement mais plus rien à voir. On est beaucoup plus posé, on va construire beaucoup plus les choses, poser de bonnes fondations, et ça c'est extrêmement sympathique, je trouve. Après, chacun voit midi à sa porte, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est un peu les deux thématiques, hein, de la vidéo d'aujourd'hui. La passion, hein, c'était le premier volet qu'on a vu avant, la concentration là sur la fin, je trouve que c'est deux points extrêmement importants à avoir en tête. Voilà. Et d'ailleurs, si jamais la chaîne, vous trouvez, voilà, je vous transmets pas assez de passion, etc., et que ça vous perturbe à côté, il y a trop de trucs, etc., désabonnez-vous, etc., il n'y a aucun souci. Il faut vraiment que chacun trouve le truc qui va, d'une part, déclencher sa passion et permettre de l'entretenir. Ça, c'est hyper important. Moi, ça m'arrive, par exemple, de parcourir YouTube et de trouver de temps en temps, même sur des thématiques que je suis pas complètement fan, ou en tout cas, ça m'intéresse pas tant que ça, mais je trouve quelqu'un qui me passionne. C'est-à-dire qui est capable de me transmettre beaucoup en un laps de temps réduit et de me transmettre autre chose que simplement même du fond, c'est-à-dire de l'inspiration, etc. Eh bien, hop, je m'abonne et je regarde un petit peu. Après, ça ne veut pas dire que dans le temps, je vais perdurer vraiment très longtemps, mais en tout cas, ça va me permettre de prendre un petit peu des éléments, de prendre de l'énergie, etc. en même temps. Et je trouve ça aussi quelque chose qui est... c'est assez important à avoir en tête. De la même manière, faut pas chercher à s'abonner auprès de 10 000 trucs, etc. Parce que d'une part, au bout d'un moment, on ne suit plus grand-chose, et comme tout à l'heure, switch contexte, c'est-à-dire on va passer notre temps à switcher de trucs, etc. C'est pas forcément terrible. Donc voilà, moi par exemple, des choses que j'essaye, souvent je m'abonne à des gens qui ont un niveau technique sur une technologie donnée assez poussée. Derrière, donc ça me donne l'idée de dire tiens, ouais, ok, quand je vais creuser ce sujet-là, je vais rentrer dedans. Finalement, je creuse jamais le sujet, au moins dans ces profondeurs-là. Et il s'avère que généralement, dans le domaine de l'entreprise, pas forcément on va utiliser des choses aussi pointues, etc. Donc passer du temps à aller comme ça, oui, c'est bien le jour où je veux vraiment me spécialiser énormément. Malheureusement, dans le cadre du travail, on me demande rarement de me spécialiser, quoi. Le but, c'est quand même en tout cas, moi, dans mon cas de figure, c'est d'être plutôt polyvalent que d'être spécialiste. Et donc derrière, voilà, ça pose ces problématiques-là. Donc vraiment important d'avoir tout ça en tête, pourquoi on fait les choses, la passion, qu'est-ce qu'on cherche, et ensuite suivre les bonnes personnes pour ça. Voilà. Merci à toutes et à tous, en tout cas, de suivre la chaîne. J'espère que les vidéos vous plaisent. N'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, c'est pas très compliqué. S'abonner, liker, commenter, partager ça autour de vous. Cliquez sur rejoindre si vous voulez aller encore plus loin. Et puis partager sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour votre fidélité. La connaissance, c'est important de la partager. Donc si vous voyez une vidéo où je vous transmets de la connaissance,
faites pareil, cette vidéo vous a plu, vous la transmettez à quelqu'un d'autre, c'est un deal qu'on fait entre nous. Voilà, je vous donne quelque chose, si ça vous plaît, donnez-le à quelqu'un d'autre. Vous le perdrez pas et vous transmettrez quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ayez la pêche, travaillez, apprenons et progressons ensemble. Ciao à tous.